et bienvenue dans le point lecture d'août. Et donc, de retour. Voilà, c'est la rentrée. Alors, je ne parle pas pour les sudistes, hein, je parle pour les autres qui ont pris leurs vacances à la Toussaint. Super, le temps de tout ça, moi je trouvais qu'on avait des belles journées pour la Toussaint, c'était sympa. Alors, c'est le point de rentrée, donc je remercie les quelques abonnés qui sont arrivés pendant l'été, qui vont découvrir la chaîne maintenant, et la bête. Mes conditions d'enregistrement sont toujours les mêmes, hein, ça n'a pas varié, à part que le bestiau a redémarré et que il a l'air de mouliner moins bruyamment, on va dire. Bon, il est toujours pas top, mais ça marche. Alors le bestiau, pour ceux qui arrivent, c'est le coucou, l'ordinateur. Alors, je vous fais le point lecture d'août, sachant que dans la barre en haut, quelque part là, je vous mettrai le point lecture de juillet, puisqu'il y en a un sur lequel je vais passer rapidement, mais qui est de la rentrée littéraire, dont je vais vous en parler. Et qu'il y a toujours le Général Lux. Voilà. Alors, si vous avez entendu, il fait le Kung Fu Panda en ce moment, donc voilà. Le Général Lux étant le chat, hein, c'est la mascotte de la chaîne. Et plus si affinité. Il va pas arriver, il va me perturber, je vous le dis tout de suite. Ce point lecture va se diviser en deux temps. Le premier, c'est donc là, maintenant, et le deuxième, c'est un point histoire, puisque je devais faire un point histoire, et qu'il y a 3 BD historiques qui étaient au programme cet été, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant que je les bascule sur le point lecture, sachant que quand vous voyez le mastodonte qui est dans mes bras, vous vous dites on en a pour 1 heure. Alors vous prenez un café, un thé, un chocolat, des petits gâteaux, pizza, ce que vous voulez, on s'en fout. Vous vous installez confortablement, et on va y aller. Alors, je vous le dis tout de suite, en papotage à la fin, je vous expliquerai les quelques vidéos qui arrivent, histoire que vous ne soyez pas, on va dire, démoralisés d'entrée, sachant, et ça je précise, qu'il va y avoir un book haul, qui est un beau book haul, qui sera un peu ma palle de septembre, sachant qu'il y en a certains qui vont arriver dans la pile à lire de septembre que j'ai déjà fait, et que la pile à lire que je fais d'habitude sera vraisemblablement autour du 6-7 septembre, exceptionnellement, parce que généralement je la mets beaucoup plus tôt, parce que 2 livres doivent me parvenir. Un que j'ai commandé à ma librairie, mais il y a 10 jours de délai, parce que c'est un livre qui est sorti en mars, et donc je vais le récupérer, et le deuxième sort en septembre, enfin le 2 septembre. Et le 3 sort que le 9, alors on va pas attendre le 9, mais je vous les montrerai dans, on va dire, un live, voilà. Mais ça, c'est à la fin. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous annoncer à la fin, vous allez à la barre papotage. Alors, ceux qui ne veulent pas du tout savoir ce que je vais dire, vous allez papotage direct. Ceux qui ne veulent pas le papotage, ils auront la surprise. Et à la fin du papotage, il y aura la petite vidéo que j'ai faite sur les 2 relectures, enfin la lecture que j'ai finie, la relecture que j'ai faite cet été, qui est passée en story sur Insta, donc sur le Narcisse et Gold Moon de Herman Hesse, qui est une relecture, et j'ai enfin fini Germinal de Zola. Voilà. C'est Léa qui, si elle passe par là, va être contente. Donc on va attaquer tout de suite. Je vais vous montrer quand même les 3 BD historiques que j'ai lus et dont je vais développer ce que j'en pense dans le point histoire qui va arriver. Je pense, celle-là, je vais la poster le 30 ou le 31, sûrement le 30. Donc on va dire que l'historique sera le 4. Le 3 ou le 4. Vous savez que généralement, je fais une vidéo tous les 5 jours, donc où j'en publie une tous les 5 jours. Donc voilà, là je vais, exceptionnellement, j'aurai le même t-shirt, la même tronche. Je vais faire les 2 dans la foulée, puisque de toute façon, c'est ce que j'ai lu cet été. Donc tant qu'à faire, autant y aller dans la foulée. Et pour les nouveaux, je ne fais pas de montage, à part mettre le début et la fin de la vidéo pour entourer. Et quelquefois 2-3 bulles pour expliquer une grosse connerie que j'ai pu dire, mais je ne fais pas de montage, je ne coupe rien, c'est en live, hein, donc voilà, c'est que du bonheur, surtout quand Lisa fait des conneries. Alors on va commencer tout de suite, c'est un livre que j'ai lu en juillet, donc je vous renvoie au point lecture de juillet, j'en ai parlé beaucoup plus, mais comme il est sorti le 18 août et que j'ai eu la chance de le lire bien avant tout le monde, et que j'étais très contente, alors les 2 qui arrivent là sont des services de presse qui m'ont été offerts par l'auteur. Alors je remercie aussi les maisons d'édition qui ont accédé à la demande de l'auteur, bien sûr, mais voilà, c'est plus particulièrement les auteurs qui me les ont envoyés, et c'est 2 rentrées littéraires, un le 18 et l'autre le 19, ou les 2 le 18, ou les...
je sais plus. Enfin, en tous les cas, ils sont à un jour d'écart, ils sont sortis le 18 et le 19. Celui-là, c'est sur le 18, le deuxième, je crois que c'est le 19, mais je voudrais pas vous induire, mais en tous les cas, ils sont dans les bonnes librairies. Je les ai vus quand je suis allée faire la radia à la librairie. Donc on va commencer tout de suite, hein, sinon ça va encore durer 4 plombes. L'introduction est toujours très longue chez moi, vous le savez. Donc le premier dont je vais rapidement vous parler, c'est Les Rêveurs définitifs de Camille de Peretti, donc chez Calman Levy, que j'ai reçu donc de la part de Camille. Et merci à Calman Levy d'avoir accédé à la demande. Alors on est en présence de Emma et de son fils Quentin, qui sont dans 2 réalités différentes. Elle dans la réalité avec des bulles de rêve et sa rêverie, etc. Lui dans les games et la réalité virtuelle. Donc lui, not in a real life, elle in a real life. Elle ambitionne, elle est traductrice de romances. Ça la gonfle un peu, mais bon, elle se rêve écrivaine. Et les choses vont faire que ces 2 personnes vont avoir, on va dire, un chemin qui va leur tracer commun. Alors, c'est toujours sublimement bien écrit. Et là, moi, je trouve que c'est lumineusement humain, avec une critique acerbe et cynique aussi de la société actuelle, des réseaux sociaux, de cette foire au like, à celui qui va avoir le plus de vues, etc. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je me suis retrouvée un peu dans Emma, dans certains traits de choses qu'elle est, voilà, elle n'est pas... voilà, la course au machin, là, c'est pas sa came. Voilà, donc je suis toujours très contente de commentaires, de likes, etc. Hein, mais je vais pas, voilà, je suis pas le genre, et je parle aux nouveaux parce que les autres ils ont l'habitude. Voilà, je vais pas vous abreuver toutes les 5 minutes de abonnez-vous, cliquez sur. Perso, c'est pas mon truc, voilà. Donc les rêveurs définitifs Camille de Peretti, je vous renvoie à ce que j'en ai dit longuement au mois de juillet. Merci à Camille et à Calman Levy. Et puis comme d'habitude, hein, c'est toujours une plume sublime, une histoire qui est simple, mais voilà. Rendez-vous à Stockholm. Alors, private joke. J'ai le droit de faire un private joke. Deuxième livre de la rentrée littéraire, je les passe en premier, comme ça au moins c'est fait. Je l'ai reçu donc de la part de l'auteur, donc Olivier Rogez, merci. Suite à une petite discussion, je remercie évidemment les éditions Le Passage d'avoir accédé à la demande. Alors nous sommes, il faut rappeler que les 2 premiers romans d'Olivier Rogez ont été des coups de cœur à chaque fois pour moi. Surtout Des Hommes Incertains, où j'ai carburé à l'hystérie collective, et au coup de cœur 2019. Et quand j'ai vu qu'il sortait quelque chose, enfin un nouveau roman, j'étais toute contente et tout, je me suis dit oh là là, je vais le réserver. Bref, j'ai récupéré. Alors là, la dernière fois nous étions en Russie, là nous sommes sur le continent africain avec plusieurs personnages qu'on va suivre alternativement et entremêlés. Nous sommes avec Wendell, qui est un pasteur qui a vu des anges, enfin qui voit des anges, enfin voilà, illuminé ou lumineux au choix du roi. Il y a de l'autre côté un genre de messie, de prophète, alors messie pas Lionel, hein, un autre prophète qui lui n'est pas chrétien mais qui est musulman, qui part en drainant des gens qui le suivent parce que sa parole, son impact, voilà, tel un prophète, il a une espèce de caravane. Et une jeune américaine évangéliste va entendre parler de Wendell, va aller le voir et va décider de monter un troupeau. Vous allez voir pourquoi je dis troupeau. De chrétiens pour pouvoir aller, on va dire, évangéliser le nord de ce pays. Parallèlement, quand le prophète passe dans un village, il y a une jeune fille qui est un peu en marge de sa famille, qui veut une autre vie, qui se joint à cette troupe-là, notamment parce qu'il y a un Allemand soldat avec qui elle a sympathisé, mais on apprend autrement pourquoi, qui il est, etc. Et il y a un mercenaire qui va être, entre guillemets,
pris de la volonté de retrouver cette jeune femme. Voilà. Donc il y a tous ces personnages qui gravitent les uns avec les autres sur un territoire africain, bon, aride, chaud, etc. Mais avec tout ce qui est fait la culture, c'est-à-dire tout ce qui est culture religieuse, les réflexions sur Dieu, les réflexions sur qu'est-ce qu'on fout dans cet univers-là, avec ou sans. Parce qu'il en a peut-être un peu marre de nous. Il doit se dire, oh là là, ça fait 2000 ans que je les laisse tout seuls se démerder, c'est des brels, on va arrêter. Voilà, donc il y a toute cette traversée de chaque parcours initiatique. Alors moi j'ai trouvé ça épique, romanesque, lyrique par moments. Il y a des scènes avec des animaux à l'intérieur. Personnellement, j'avais mon petit cœur qui palpitait. Et je trouve que c'est parmi les plus jolies scènes romanesques et lyriques, enfin en tous les cas lyriques et oniriques que j'ai lues depuis fort longtemps. Alors la plume d'Olivier Rogez, c'est la plume d'Olivier Rogez, moi j'aime. J'ai trouvé que c'était... voilà, c'est un parcours initiatique avec de la réflexion, mais c'est pas un truc prise de tête, hein, c'est pas un truc religieux, style on va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser ou non. Chacun peut tirer ce qu'il veut, chacun peut réfléchir sur certaines parties, sur quelle que soit la religion dont on parle à un moment donné, on peut prendre ou en laisser. C'est un parcours personnel, hein, c'est pour ça que je dis très souvent que le côté religion n'est strictement pour moi personnel, ça ne regarde que vous et sauf si vous n'y croyez pas, mais en tous les cas vous devez croire à quelque chose, hein, on s'en fout, à un amibe ou à autre chose, mais ça ne regarde que vous, voilà. Et alors honnêtement, là où naissent les prophètes, parce que je pense que j'ai même pas dit le titre tout à l'heure. Oui, c'est le retour, hein, c'est la rentrée, ça commence mal. J'ai vraiment bouffé le bouquin, j'ai adoré ma lecture, je l'ai dit à l'auteur. Franchement, c'est voilà, c'est encore un livre. Alors, les deux là, les rêveurs définitifs et là où naissent les prophètes, ce sont des coups de cœur, ce que j'appelle des coups de cœur doudou. Voilà. C'est des coups de cœur où vous savez que vous connaissez la plume des auteurs, vous savez que les auteurs, à moins d'une énorme surprise, mais ces deux-là, j'en ai jamais eu jusqu'à présent, ne vont pas vous décevoir, mais ils vous surprennent à chaque fois dans des univers complètement différents. Et là, il m'a donné envie d'aller en Afrique. Moi qui n'ai jamais foutu un pied sur le continent africain, même pas pour des vacances en Afrique du Nord, j'ai eu envie d'aller voir ces pays-là, celui qu'il décrit, etc. Parce que je me suis dit, pourquoi ne pas aller... Alors, c'est peut-être pas une bonne idée en ce moment. Mais Libéria, Nigeria, vu la façon dont il est décrit, on a vraiment envie d'y aller. Bon, en ce moment, on va éviter de faire ce genre de choses, mais voilà. Donc, les deux là seront dans les coups de cœur de la fin de l'année. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc si vous aimez le dépaysement, si vous aimez les questions de religion, mais le côté de quête aussi, de quête sur soi aussi, tout simplement, parce que la petite jeune femme, Leia, elle a une quête aussi. Chacun a une quête différente et confronté à quelque chose de plus grand que lui. Voilà, je ne peux pas vous dire tout, hein. Mais allez lire un peu. Voilà. Ensuite, on passe à une lecture que j'ai fait, une lecture commune. Alors, je vais vous en montrer 3. Forcément, puisque c'est 3, mais je vais parler de la globalité, sinon on est encore là dans 8 jours. Voilà. J'ai enfin lu... J'ai enfin lu la trilogie de Pierre Pével, donc Le Paris des Merveilles, que j'ai lu en lecture commune avec Dame Chantal, que je remercie déjà de m'avoir offert les 3, et puis d'avoir fait cette lecture commune. Alors, nous, on fait une lecture commune assez particulière avec Dame Chantal. Je vais mettre ma couverture préférée, si ça ne vous gêne pas. Et alors, c'est le tome que j'ai le moins aimé, la fille qui... Bon, bref, c'est pas grave. On a une lecture commune assez particulière, parce que pour avoir fait d'autres lectures communes, nous, on a parlé de tout, pratiquement de ça. Parce que, en fait, c'est une lecture que j'ai trouvée fort sympathique. Alors, on est à la belle époque. Et Pierre Pével a une imagination dense, où il a imaginé un autre monde qui est peuplé, enfin dont la tête est une fée, une reine fée, où il y a des gnomes, des dragons, des fées, des mages, des sorciers, tout ce que vous voulez, quoi, qui s'est mêlé
aux humains, qui s'est mêlé à la Terre, qui s'est mêlé à notre monde, à nous, la belle époque telle qu'on la connaît, mais qui a offert à la France, à l'occurrence, à Paris et au monde, certaines choses, des compétences qu'ils avaient. Et notamment, la Tour Eiffel que nous connaissons actuellement, qui n'est donc pas dans les romans une tas de ferraille, ça m'a arrangé, ça je vous le dis, qui est en bois blanc, issu de ce monde féerique, etc. Et nous sommes donc sur 3 tomes, avec des personnages récurrents, forcément, avec le duo Je t'aime, moi non plus, parce qu'il faut les appeler comme ça, Griffon, Isabelle, qui, lui, est un mage, et elle est une enchanteresse, c'est-à-dire en fait en gros une fée qui s'est fait un peu botter l'arrière-train pour sortir du royaume, qui a été un peu bannie, une aventurière, une voleuse de haut vol, une emmerdeuse comme on n'en fait plus, qui n'arrête pas d'emmerder Griffon, qui lui est un mage un peu plan-plan avec son chat. Alors il y a des chats ailés, j'adore. Général Hux, chat ailé. Bon, il parle, mais toi tu parles déjà, donc en gros ça ne changerait pas beaucoup, à part les ailes, quoi. Et ils vont avoir plusieurs enquêtes, enfin, à chaque fois il y a une enquête différente sur les tomes. Alors, c'est forcément des choses qui sont à la fois ancrées dans la Belle Époque, et on croise pour cela des personnages célèbres, hein, on croise Méliès, on croise les futures brigades du Tir, etc. On est dans le monde des fées, des mages, des sorciers noirs, des mauvais, des gens qui veulent récupérer des trésors, qui veulent s'approprier, qui veulent éradiquer d'autres personnes, etc. Alors, tout au long de ces 3 tomes, moi, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Le seul, effectivement, comme je vous le dis, c'est le tome 2, qui, pour moi, a été beaucoup moins fort. Alors, pas forcément en émotion, en tous les cas, j'ai trouvé l'enquête beaucoup plus plan-plan, beaucoup plus facile. Alors, le fait est que Pierre Pével a un univers tellement dense, une écriture tellement fluide, facile, imagée, très imagée. Ce côté, le duo qu'on découvre avoir été marié, qui est quand même un peu des excentriques, des aventuriers, ils font se tête baissée, voilà, ils se titillent. Alors lui, il est toujours un peu, il se vouvoie, hein, je vous rappelle, voilà, il se tutoie que dans les moments où ils s'engueulent comme des chiffonniers, je trouve ça adorable. Mais il y a ce ressort de Je t'aime moi non plus, mais il y a tout ce côté de fantastique, d'imaginaire. Comme je vous dis, c'est hyper bien écrit, donc du coup vous voyez les décors, vous sentez ce Paris de Belle Époque avec les fées, etc. En plus, il y a un métro qui mène au monde des fées. Moi, je trouve que c'est cool. La prochaine fois que je vais à Paris, je vais demander où elle est la ligne. C'est un peu comme vous voulez aller à Poudlard, à Londres. Elle est où la ligne? Où il est le quai? Là, je vais faire, ouais, le quai, pas... Non, on va pas se faire remarquer. Coucou, on s'en fout. Donc, franchement, c'est une bonne lecture. J'ai passé... on avait découpé ça pour faire à peu près de fin juillet jusqu'à fin août, et en fait je crois qu'en 2 semaines et demie voilà. Bon, après je ne faisais pas que ça, hein, j'étais très occupée cet été, donc je ne lisais pratiquement que le soir, et on a bouffé les 3, voilà. Donc franchement merci à Madame Chantal, hein, pour m'avoir initié à Pierre Pével. Je pense que j'en relirai d'autres, hein, parce que franchement voilà, j'ai bien aimé sa plume, son univers un peu hors des sentiers battus, et ça c'est vraiment très 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 bien. Moi, enfin en tous les cas moi ça me plaît. Alors autre livre, alors entre temps j'ai lu les BD que je vous ai montré tout à l'heure, mais on va passer à, je pense, au coup de cœur de l'été, hein, tant qu'à faire, autant que j'y aille, parce que en fait je devrais peut-être parler des 2 coups de cœur avant de choper pas le moche, hein, mais voilà, celui qui m'a le plus déçu, on va dire. Ouais, je pense. Alors, celui que j'ai lu après, enfin en même temps que le 3e de Pével, c'est Les Orphelins de Bessora, donc chez Lattès. L'autre c'était Bragelonne, hein, c'est ça? Ouais. Alors, nous sommes en fait après la guerre, avec Wolf et Barbara, qui sont des orphelins de guerre allemands.
qui ont visiblement été abandonnés par leur mère, leur père étant mort sur le front russe. Et ils vont être adoptés, enfin, ils vont faire partie de ces enfants qui vont être amenés en Afrique du Sud dans un bateau cargo pour être adoptés dans des familles blanches, forcément, du côté apartheid, hein, vous voyez, voilà, avec ce besoin d'avoir des enfants qui ont à peu près ont été éduqués dans cette idéologie. Vous situez un peu, voilà. Et ce livre-là, donc on va suivre Wolf et Barbara qui vont arriver dans leur famille d'adoption, qui sont des propriétaires terriens, donc qui ont des paysans, des noirs, qui ont une famille assez particulière. On sent qu'il y a un secret, un lourd passé, quelque chose qui est prêt à se casser la gueule quelque part. Et ces deux enfants vont être déracinés, mais différemment. C'est-à-dire que Barbara va essayer de se fondre, tout faire pour être adoptée réellement par la famille, par ses parents adoptifs, va essayer de se mouler le plus possible. Et Wolf, lui, alors qu'ils ont le même âge, hein, c'est des jumeaux, refuse. Vraiment, parce qu'il a ce côté déracinement qui lui arrache le cœur. Et tout le long de la vie de Wolf, puisque c'est lui qu'on suit tout le long de ce roman, on sent, il y a l'amour, l'amitié, le déracinement, les regrets, les remords, et il va, lui, pourtant, vouloir avoir la quête de savoir s'il ne lui reste pas de la famille en Allemagne, alors que sa sœur ne veut plus en entendre parler, et il va, au-delà de sa vie, quelquefois prendre des épreuves, quelquefois se prendre des coups, avoir des coups de poignard aussi, parce qu'il va... C'est quelqu'un qui est très sensible et qui ne comprend pas, qui ne veut pas être dans ce moule-là, qui n'est pas d'accord avec ces idées-là. Et il va découvrir aussi l'apartheid, il va découvrir les autres, ceux qu'on parque dans des hangars pourris, la façon dont ils vivent, la façon dont ils sont traités, et puis il va découvrir assez rapidement le côté nauséabond de cette famille. C'est un livre qui m'a serré le cœur plusieurs fois. C'est aussi une page d'histoire qui n'est pas forcément connue de ces jeunes Allemands qui étaient orphelins et qui ont été disséminés un peu de partout pour, entre guillemets, un peu combler les trous. Et forcément, en Afrique du Sud, c'était bienvenu puisqu'ils étaient dans une doctrine nazie. Certains n'étaient vraiment des bébés, d'autres qui avaient été vraiment élevés comme ça au fer, quoi. Franchement, je trouve que c'est un livre bouleversant, très bien écrit, avec une histoire qui peut vous faire réfléchir à tout moment, qui peut vous glacer comme qui peut vous exalter. Moi, je me suis attachée au personnage de Wolf immédiatement. J'ai compris tout de suite sa démarche, sa volonté d'aller au fond, de quelquefois casser ce qui pourrait être un bonheur, ou en tous les cas quelque chose qui pourrait le rendre heureux, mais de continuer à accepter d'être malheureux parce qu'il y a quelque chose qui lui manque, il y a un poids, il y a une chose qui lui a été arrachée. C'est un thème que je connais bien, le déracinement, et donc je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai été plus sensible à ce livre-là. Mais honnêtement, voilà, c'est un contexte particulier. On parle d'Afrique du Sud, on parle d'apartheid, on parle de post-guerre, mais on parle aussi de deux gamins qui sont adoptés et qui ne sont pas forcément pour un adoptable. Voilà. Franchement, très très beau livre, Les Orphelins de Bessora. Je sais qu'il y a une autre personne, Flo, qui l'a, tu peux le lire. Voilà. Alors, je vais vous parler du flop de l'été, hein, dans Gavert. Alors, c'est un livre que j'ai retrouvé dans ma maison familiale, qu'on m'avait acheté pour mon anniversaire.
et que j'avais renvoyé en Dordogne en me disant je le lirai là-bas. Et puis bon, finalement, j'ai oublié qu'il était là-bas et je l'ai, en faisant du tri, je l'ai retrouvé. Je parle des Méandres du Mal, donc de Jack Laurent Amar. Donc c'est aux Nouvelles Plumes, c'est les éditions qui sont affiliées avec François Azir, donc c'est là que je l'avais acheté. Et en fait, c'est un copain qui l'avait lu et qui m'avait dit il faut absolument que tu le lises parce que en fait c'est un livre qui est un voyage dans le temps, dans une période Seconde Guerre mondiale qui est pile pour ta pomme, enfin au début de la guerre parce que c'est en 39-40, enfin c'est en 40. Qui va être pile pour toi, donc je suis sûre que tu vas adorer. En plus ils ont le projet de tuer Hitler, donc ça va être bon. Donc j'ai fait confiance quand je l'ai retrouvé, je lui ai envoyé un petit mot, il m'a dit oui je confirme, j'ai adoré, on va voir les avis. J'ai dit non mais tu sais que je vais pas voir les avis, donc il me dit écoute c'est hyper bien noté, machin, alors lui il regarde sur Babelio, donc il m'a dit c'est hyper bien noté, c'est au-dessus de 4, c'est super, donc je me suis dit wouh, voyage dans le temps, Seconde Guerre mondiale, wouh, Lisa va être contente. Voilà. Alors Lisa, elle a rien à reprocher au style de l'auteur, à son imagination, etc. Le côté aller dans le temps pour corriger l'histoire, entre guillemets, ou en tous les cas pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Je connais l'histoire parce que je pense que vu qu'il est sorti en 2019, moi j'avais écrit De Retour en URSS bien avant, donc en fait je connais le contexte de partir dans le temps, machin, etc. Mais en plus c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je sais très bien ce que j'en pense. C'est-à-dire que, voilà, si vous voulez savoir mon avis, vous avez qu'à voir le live dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous verrez qu'à mon avis, je vais aborder ce sujet-là parce que, voilà, question histoire à remodeler et à corriger, voilà. Et donc en fait, il y a 2 personnes qui sont envoyées en 40 pour, on va dire, au début, attenter à la vie d'Hitler sur le sol français, donc à Paris, quand il s'est rendu à Paris. Ils apprennent qu'il y a un autre émissaire qui est vraiment là pour faire. Mais on se rend compte qu'en fait, le monde où ils vivent actuellement est pire, puisqu'il n'y a pas Hitler, est pire que s'il y avait eu Hitler. Alors, oui, vous allez dire, mais comment ça? La théorie est, vous savez comment est l'effet papillon, c'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un, y a des choses qui ne s'imbriquent, qui ne se repassent pas comme vous les connaissez. Et donc là, ils partent du principe que si Hitler n'a jamais existé, donc forcément, il n'y a jamais eu les exactions, il n'y a jamais eu la Shoah, il n'y a jamais eu tout ce qui s'est passé après, donc pas de guerre froide, etc. Vous voyez le truc? Et que, en fait, le monde n'a jamais pris conscience du trauma, de l'horreur, de l'abomination que ça peut être. Et en fait, la société est devenue de plus en plus violente d'elle-même, tout de suite, toute seule, et au bord de l'explosion. Donc, ils envoient ces 2 gens pour arrêter le tueur, pour éviter, en fait, de tuer Hitler, pour que le monde continue à se dérouler à peu près comme nous le connaissons maintenant, même si c'est pas le génial, mais pour pas que ça soit le chaos bien avant. Voilà. C'est un peu, mais c'est ça le postulat de départ. Alors moi je me suis dit ouais c'est super et tout. Alors c'est une lecture sans surprise, sans prise de tête. Le souci, vous la voyez venir Lisa, le souci c'est qu'au milieu de ça, il nous a calé une histoire d'une rencontre, alors d'une évidence entre un homme et une femme, jusque-là passe encore. Un des 2 est un professeur d'histoire, il a perdu sa femme qu'il adorait, qui était l'amour de sa vie. Récemment, il s'est laissé aller, donc on l'embarque en lui disant ouais comme ça on fera pas trop de conneries historiquement parlant, parce que c'est peut-être pas le moment de faire une boulette. Hein. Voilà. Et il va arriver dans une ferme, etc. Et on lui explique que cette famille va mourir et qu'il ne faut pas qu'il intervienne. Le problème, c'est que la fille, fort jolie au demeurant, et le sosie de sa femme, décédée. Donc, lui, n'écoutant que son cœur, son courage et sa stupidité aussi, décide de contrarier le destin, c'est-à-dire d'intervenir pour ne pas qu'elle se fasse violer, tuer, et toute sa famille avec, par une division SS. Enfin, en tous les cas, par des soldats... Non, c'est par la Wehrmacht, si c'était pas encore là. Donc, par la Wehrmacht. Et donc, des soldats à la Wehrmacht qui étaient bien engagés déjà. Et c'est ce qui m'a perdu. C'est-à-dire que
au lieu de se concentrer sur la quête de ce côté ambivalent de est-ce qu'on change l'histoire, est-ce qu'on ne change pas, du tueur qu'il cherche, qui dégomme, etc., il y a tout tourne à ce moment-là autour de cette histoire d'amour entre cette femme et cet homme qui ne sont pas de la même époque, mais qui semblerait-il l'âme ait voyagé quelque part et qu'ils se retrouvent. Et là, ça m'a perdu. Voilà. Moi, le côté, les duettistes, là, le prof et le soldat, moi j'ai trouvé que c'était assez rigolo parce qu'ils se fruitaient, ils s'engueulent, ils se distillent, machin, etc. Mais alors, les évidences de l'histoire d'amour, la fin est d'une facilité incroyable. Je l'ai trouvée à un tiers du roman. D'ailleurs, je l'ai dit à quelqu'un en lui disant ça se passe comme ça. J'ai dit à mon pote ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'a pas osé me dire ouais, t'as raison. Et il m'a dit bah attends la fin, tu me diras. Et quand je lui ai dit bah voilà, il m'a dit ouais, je sais. Quand tu m'as dit ça, j'étais désespérée. Je me suis dit oh là là, ça va pas être possible. Et alors là, voilà, je sais pas, pour moi, il y a trop de facilité dans les sous-intrigues. On voit arriver ça à 20 km. C'est dommage parce que le style est bien foutu. La période de 40 était bien posée. Ce côté complot, machin, etc. Mais alors là, voilà, ce truc de... tout d'un coup, ça bascule dans l'espèce d'histoire, machin. On sent arriver le truc et on se dit, ah, moi, j'ai même pas été surpris. À partir du tiers du roman, j'ai pas été surpris. Voilà. Donc, voilà. Donc la chute étant un brin prévisible, ça m'a gâché tout le roman. Donc les méandres du mal, Jack Laurent Amarre. Voilà, donc j'ai pas donné une très bonne note, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai été honnête, j'ai pas donné une très bonne note sur Babelio ni sur Livre Addict. Mon pote était désespéré, mais bon, je lui ai expliqué plus longuement qu'à vous ce que j'en ai pensé, et il m'a dit ouais, je comprends, je vois, mais alors après j'ai lu les commentaires, tous les goûts sont dans la nature. Mais alors, je pense que c'est peut-être aussi parce que moi, je connais les sujets, parce que moi, j'y ai travaillé. Je sais pas. Pour moi, il y avait honnêtement, il avait une mine d'or entre les mains. Voilà. Donc, sans ce truc-là, un peu guimauve au milieu, là, mais vraiment, ça y va à la truelle, hein, la chantilly avec. Hein. Donc voilà. Alors, vous connaissez mon aversion pour ce genre de choses. Alors, il y a des romances que j'adore, hein. Il y a des trucs fabuleux que j'ai lus, qui sont très beaux et tout. Mais non, là c'est trop facile. Bon, bref, on s'en fout. Autre livre que j'ai lu, c'est un manga. Je remercie Virginie de la chaîne Telegram qui me l'a offert pour mon anniversaire. Parce que je crois qu'on a un peu un crush sur le garçon. On s'est mis d'accord. Je lui prête pas. Bon, je lui prête Actarus et tout le monde, mais là, je lui prête pas. Je prête pas Albator, de toute façon, vous le savez. Donc, c'est le tome 7 de Albator, Dimension Voyage. Donc, cette fois-ci, nous sommes avec les sylphides qui ont décidé de dégommer tout le monde, y compris Choupi. Et lui, Choupi, a décidé de dégommer les sylphides. Voilà. Donc, on suit un tueur, un cargo, et tout ce qui est l'arrivée sur la Terre, la menace sur la Terre, etc. Bon, bref, c'est du Albator. Hein. Donc, Lisa a couiné. Voilà. Lisa a couiné tout le long. Et il va pas falloir très longtemps pour que je prenne les 3 derniers. Ah, non, parce que j'ai couiné et il faut que j'arrête de couiner. J'arrêterai de vous ennuyer avec Albator pendant un petit moment. Petit, voilà. Donc voilà, il est toujours aussi choupiné, hein. Enfin moi je le trouve toujours aussi beau. Donc à un moment donné, il est en corsaire parce que évidemment il a passé les époques. Enfin je vous passe les détails. Oh là là, en corsaire avec chemise à jabot, il est aussi beau qu'avec le. Oh mon Dieu. Donc Virginie, merci d'avoir alimenté ma boîte à fantasmes. C'est gentil. Mouah, merci d'avoir passé à mon anniversaire. Et donc dernier bébé. Deuxième coup de cœur. Alors je vous dis, hein, les 2 premiers c'est des coups de cœur doudou, machin, etc. Mais c'est quand même des très bonnes lectures doudou. Et coup de cœur, mais alors les orphelins. Et donc celui-là, punaise.
Paul Lynch, Au-delà de la mer, Albin Michel, il est sorti là, pour la rentrée littéraire. Franchement. Alors, on suit Bolivar, qui est un pêcheur d'une quarantaine d'années qui souhaite sortir en mer, en fait, pour aller pêcher, hein, si on ne gagne pas. Et il y a une tempête qui s'annonce, mais il n'y croit pas trop à la tempête, donc son second n'est pas là, donc il va s'adjoindre à un petit jeune, Hector, qui va surpayer pour venir avec lui, et ils vont forcément être pris dans la tempête. Et malheureusement, il va subir de grosses avaries, le bateau, enfin en tous les cas, ils vont s'en prendre la tempête du siècle, en gros, et ils vont se retrouver seuls au monde sur ce bateau de pêche, au milieu de l'océan, sans moyen de prévenir les secours, ayant dérivé beaucoup trop loin de leur zone de départ. Et ils vont passer plus de 3 mois en mer, seuls, sur ce bateau, en tête à tête, avec deux personnalités, deux façons de voir complètement différentes. Un homme qui, à 40 ans, a des regrets, des remords, ce que vous voulez, ou a un passé qui le titille. Un gamin qui, parce que c'est un gamin, qui avait autre chose de prévu à terre, notamment un match de foot très important. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à quelqu'un. Bon, bref. Qui a une copine, alors il sait pas s'il l'aime, il l'aime pas, il en sait rien, mais bon, bref, il se pose des questions. Et ces deux hommes vont rester coincés sur ce bateau en essayant de survivre avec les moyens du bord, notamment de l'autre côté du bord, pour essayer de pêcher le plus. Et chacun va se réfugier dans quelque chose. C'est-à-dire que Hector va se réfugier dans la foi, dans sa croyance en la Vierge, dans ses prières, dans sa façon de voir la vie. Bolivar, lui, est hanté par son passé, a une autre vision, trouve que là, en ce moment, là, au milieu de nulle part, il est bien. Il est, à un moment donné, il en vient même à se dire que il est vachement bien, là, au milieu de nulle part, sans contrainte, à pêcher. C'est une vie simple. Il pêche, il boit, il mange. Il n'y a rien de plus, quoi. Il a besoin de rien. Et Paul Lynch a une écriture. Moi, j'avais été poignardée en plein cœur avec La Neige Noire, avec Grace, enfin, en français Grace. Et je trouve que son écriture est au cordeau, au couteau, quoi. Il est vraiment au scalpel, le gars. Hein. Il y va. Il y a des dialogues, mais qui ne sont jamais notés comme des dialogues. Hein. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de tiré. Les dialogues sont amenés comme ça, des fois par un simple retour à la ligne, mais sans vous dire c'est un dialogue. Voilà. C'est une écriture envoûtante. Ça vous immerge à l'intérieur. Vous êtes sur le bateau avec ces deux hommes, avec ces deux âmes, avec ces deux destins. Vous êtes emporté par les flots à chaque fois qu'ils se prennent une houle ou qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça vous arrache le cœur. Enfin, moi, ça m'a arraché le cœur. L'écriture de Paul Lynch est d'une poésie, d'une beauté, Non, beauté, poésie. On va dire beauté, poésie. C'est honnêtement, son écriture n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient être rebutés par sa façon d'enchaîner, de mêler dialogue, narration, etc. Mais moi, je trouve ça tellement fort, tellement beau, tellement cette quête-là. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai fini le livre, un peu comme avec Les Orphelins ou avec celui d'Olivier Rogez, Là où naissent les prophètes, ça m'a trotté dans la tête. Alors je l'ai fini il n'y a pas longtemps, je l'ai fini il y a 2 jours. Hein. Mais il me trotte dans la tête. C'est-à-dire que j'ai encore ces images. Et pareil pour Les Orphelins et Là où naissent les prophètes. C'est-à-dire que j'ai encore des images de ma lecture, des moments, des endroits, des flashs. Alors là, bon, ça fait peu, vous allez me dire, mais je pense qu'il va me rester dans la tête un sacré moment, et je peux vous dire qu'il est dans le top 10 de l'année. Hein. Ça, c'est évident, mais alors, évident. Donc, nous en sommes finis. Ouais, j'ai, pas mal, bien. Donc, je vous les remontre avant le papotage. Donc, Paul Lynch, Au-delà de la mer, chez Albin Michel, qui est sorti pour la rentrée littéraire. Petit bijou absolu. Les méandres du mal, donc de Jack Laurent Amar, aurait pu mieux faire. No comment. Oui, à Albator, on fait no comment. Ça sert à rien.
Deuxième coup de cœur de l'été pour les orphelins de Bessora. Univers fantastique, agréable, fluide, belle époque. Et moi, vous savez que j'aime la belle époque. Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, très bonne lecture aussi. Franchement, vraiment, je connaissais pas, je vais relire. Les deux lumineux. Et lumineux dans le sens entier du mot. Lumineux pour certaines choses. Et là, c'est la lumière africaine, quoi. Voilà. Donc, Les rêveurs définitifs de Camille de Peretti et Là où naissent les prophètes de Olivier Rogez, qui est aussi, voilà, les coups de cœur. Donc, en fait, en gros... j'ai bien aimé le Paris des Merveilles et j'ai eu 4 coups de cœur, dont 2 très gros. Voilà. Donc, pas mal. Et les 3 BD dont je vous parle dans la vidéo qui vient juste après celle-là. Donc, le point histoire, puisqu'il y a 2 livres d'histoire et 3 BD historiques. Hein, donc, en gros, voilà. Alors, maintenant, on est au papotage. Donc, maintenant, si vous en avez marre, que vous voulez pas savoir ce que je vais faire, bah, vous partez. Hein. On se revoit la prochaine fois. Mais là, vous n'êtes pas... Voilà. Alors... il va avoir, comme je vous l'ai dit rapidement en préambule, donc la vidéo histoire, il va avoir un book haul qui sera incomplet parce que c'est un book haul de mes achats et des livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, très peu mais voilà, il m'en manque 3 que je vous signalerai, qui seront dans ma pile à lire de septembre. Pile à lire que je ne tournerai pas donc tant que j'aurai pas au moins 2 sur 3, parce que c'est ridicule que je vous en montre que 2. Et va venir aussi les favoris du mois, les items, donc les items de l'été. Vous allez voir, il y a du lot. Oui, non, il y a toujours du lot sur ces trucs-là, mais voilà. Et une vidéo qu'on m'a demandé, que plusieurs personnes m'ont demandé suite au podcast que j'ai fait sur la genèse de mes bouquins, de mes ouvrages, des miens, de Bibi. On m'a demandé la version vidéo. Alors, sur le podcast, je peux me permettre de faire 1 heure. Ici, je vais faire un format entre 15 et 20 minutes pour vous montrer le bouquin, pour vous expliquer à peu près comment j'ai travaillé, de quoi il parle, et quelques anecdotes pour vous peut-être donner envie de découvrir mon univers, j'en sais rien, mais en tous les cas pour expliquer aux lecteurs et lectrices qui les ont déjà lus un peu les arcanes. Voilà. Donc il y aura la genèse, et le premier c'est ma monographie sur mon village. Vous avez vu les vlogs qui sont arrivés, donc du coup si vous voulez savoir ce qui se place dans la monographie que j'ai consacrée à mon village, c'est une bonne raison de commencer à regarder de la première vidéo. Et je vous ai annoncé il y aura un live. Alors oui, il y a plusieurs personnes, ça fait un moment que certaines personnes me demandent de faire un live sur ma chaîne, etc. J'ai été pas chaude dans le sens où... c'est pas par manque de temps, parce que je peux très bien instituer ça. Alors, je l'ai institué 1 fois par mois, tous les premiers mardis du mois. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Vous le notez sur le calendrier. 20h30. Et alors, attention, c'est un live qui sera à la fois livre, hein, bien sûr. Hein, donc, peut-être que je vous montrerai ma lecture en cours, on pourra discuter, vous pourrez me dire ce que vous lisez, pas lisez, etc. Alors, sachant que vous savez que mon vieux coucou ne pourra jamais accepter un autre logiciel que ceux qu'il a déjà, sinon je vire tout ce que j'ai et je ne reste qu'avec celui-là. Donc, il n'y aura pas, pour l'instant, des invités, mais vous serez invités dans les chats à me papoter, mais attention, on va parler de tout, on va parler de ce que j'aime, c'est-à-dire de livres, de ciné, de musique, de séries, d'expo, même si on peut parler de mode, de beauté, de bouffe, ce que vous voulez. C'est un live, ça s'appelle Liz and Tea. Donc Lisa et Tea. Donc vous prenez une boisson, votre bouffe, votre sandwich, vos merguez, ce que vous voulez, cet hiver votre cassoulet ou vos lasagnes, et on se fait un truc à la bonne franquette. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment à la bonne franquette. Voilà. C'est pas un truc où je vais avoir un plan bien établi. Je sais à peu près ce sur quoi je vais parler, mais selon ce que vous me direz ou ce que vous aurez envie que je développe, j'oublierai de parler de certaines choses. Sachant que je vous parlerai forcément de séries, de films, puisque en fait je fais des favoris, très souvent je vous parle de films ou de séries que j'aime. Sur les podcasts, je les fais tous les mois, je fais tous les films et toutes les séries que je regarde, et j'avais envie de vous partager ça. C'est-à-dire que j'avais envie
de pas faire un live que livre, parce qu'il y en a qui le font excellemment mieux que moi, Dame Séverine si vous passez par là. Voilà, il y a d'autres personnes qui font des lives, qui font... on parlait de Virginie pour le Albator, elle fait des lives de temps en temps, elle fait des stories, voilà. Mais ils font ça beaucoup mieux que moi que sur les bouquins. Moi, j'aime bien, j'ai un univers assez vaste. Ma chaîne s'appelle Lisa, ce livre goût éclectique, donc je peux parler de beaucoup de choses et j'avais envie de partager ça avec vous, c'est à dire que moi si c'est pour me contenter de parler que d'une seule chose, je sais que vous avez d'autres points en commun, que vous avez d'autres choses dans votre vie, puisque quand vous êtes sur Instagram et qu'on échange, bah, je vois bien que vous vous intéressez à d'autres choses et que par exemple quand j'ai posté la vidéo sur Miles Kane sur son nouveau single et de l'album qui va sortir, j'ai eu des commentaires en MP qui m'ont dit « Oh là là, mais tu connaissais, je connaissais pas du tout, mais pourquoi tu nous en parles pas ?» Voilà. Donc bah, je me dis que c'est une bonne solution pour vous montrer un peu qui est Lisa en dehors de la lectrice et de l'auteur. Voilà. Donc premier rendez-vous c'est le 7 septembre, 20h30, ici forcément. Hein, voilà. Moi j'aurai sûrement un dessert et un thé ou un café. Vous venez comme vous êtes. Je serai habillée un peu d'intérieur, hein, alors donc ouais, alors je serai peut-être sûrement maquillée parce que quand même voilà. Pas drôle. Bah, Lisa, sans le rouge à lèvres, c'est pas Lisa, quoi. Non, mais je plaisante. Mais voilà, mais je serai en décontracté. Donc l'été, c'est souvent un t-shirt. L'hiver, vous allez me voir avec les vestes. Hein. Donc je vous le dis, voilà, je vais pas sortir le pyjama en pilou, mais on sera tranquillo à la maison. Voilà, on sera un peu entre nous. Voilà. Mais entre nous, sympa, marrant, voilà. Et si vous avez des petites idées de films, de séries, pendant que on en papote, bah, voilà, ça sera l'occasion de repapoter dans le live d'après en disant ah, alors, on l'a tous regardé, voilà. Sachant qu'il va y avoir une vidéo fin septembre, début octobre, et je vous le dis tout de suite, je le tease maintenant, pour un appel à une lecture en avant-première de mon prochain roman. Et quand je dis en avant-première, c'est que vous serez les premiers à avoir la version papier. Voilà. Ceux qui me connaissent, qui ont déjà fait d'autres trucs, ils savent très bien que je suis une emmerdeuse, que je ne diffuse jamais mon bouquin avant, etc. Celui-là, j'y tiens. Alors les autres aussi, hein, voilà. Mais celui-là, voilà, l'histoire me tient à cœur et je me suis dit ce serait une bonne façon de vous faire participer, de remercier aussi vous, les abonnés, ceux qui me lisent, qui m'ont découvert et qui me lisent et qui me le disent. Donc voilà, il y aura ce genre de vidéo. Et après, il y a les vidéos habituelles, hein, voilà, il y a les thématiques, il y a les updates lecture, je pense qu'il y aura un update parce que vous allez voir, il y a du lourd pour septembre, donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, merci de m'avoir écouté, merci aux nouveaux, merci aux anciens, et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez eu des coups de cœur, s'il y en a certains que vous avez lus là déjà, que vous avez aimé, pas aimé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Les Méandres du Mal, donc il y en a certains qui vont auto-ventiler quand ils vont voir ça, mais c'est pas grave, hein, voilà, je vous l'ai dit, tous les goûts sont dans la nature, surtout les miens d'ailleurs, ils sont des fois hors nature, mais voilà, c'est comme ça que le partage et l'échange se fait. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis à très très bientôt, puisque je tourne la vidéo histoire, dans la foulée de celle-là, je couperai juste au montage quand je vous dis au revoir, à bientôt. La fille, mais complètement tarée, quoi. Mais vraiment, à ce point-là, Lisa, c'est la rentrée, mais tu peux pas faire ça, quoi. Alors, je fais juste cette petite vidéo assez rapide pour, en fait, ma relecture et on va dire la fin de ma lecture qui avait commencé en 1987 de Zola. Parce que c'est deux romans qui sont dans mes poches ici en Dordogne et que je ne vais pas emmener à Marseille, donc dans mon point de lecture, vous ne les verrez pas. Ceci est un des livres que j'ai eu plaisir à relire parce que Narcisse et Goldmoon de Hermann Hesse, c'est une quête vraiment initiatique, le parcours d'une vie spirituelle, charnelle, sensuelle, donc de Goldmoon qui va partir du couvent pour errer
pour être lui-même, etc. Moi, je trouve que c'est une petite merveille. Il n'est pas très très long, mais vraiment, moi, j'avais adoré quand je l'avais lu à l'époque. Et franchement, c'est un de mes relectures que j'ai eu plaisir à faire. Et Zola, bah oui, j'en ai terminé trois hein, maintenant. Donc, La Fête de l'abbé Mouret, l'œuvre et donc Germinal. J'ai aimé ce contexte historique des mines, des révoltes ouvrières, ces, ces conditions de vie abominables, et ça on le sait, de cette envie de s'extraire de ces problèmes et de ce contexte-là. Les personnages à l'intérieur, que ce soit Souvarine, Étienne, Catherine, la Maheude, Maheu, etc. Honnêtement, ça m'a pas posé de problème, mais Émile Zola et moi, on a un gros souci d'entendement. Voilà, j'aime le journaliste, j'aime l'homme engagé. Ces romans, à part La Faute de l'abbé Mouret, où vraiment j'ai pas eu ce truc de blocage, là j'ai encore eu de temps en temps des moments où j'ai eu envie d'arrêter. Voilà. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, maintenant tu arrêtes, ça fait déjà 3 fois. L'Assommoir m'avait complètement assommé. Je peux vous assurer qu'il est hors de question que je lise L'Assommoir. Hein. Voilà. Voilà. Germinal sera peut-être mon dernier Zola avant au moins une bonne dizaine d'années. Donc, si vous avez un Zola où vous êtes unanime en me disant il faut que tu le lises celui-là parce que celui-là tu ne l'arrêteras pas. Allez-y dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, comme aurait dit l'autre. Voilà, donc c'était ma relecture et ma continuation de lecture, on va dire. Depuis 87, je pense que c'est bien. Voilà, je suis arrivée à lire un Zola. Un autre, ça fait 3. Bon, bah écoutez, hein, d'ici là, d'ici 10 ans,